Qu'est-ce qu'on n'a pas gagné dans les affaires qu'on souhaiterait gagner en politique? Aider tout le monde. Je vous ai dit, s'il n'y avait que lui et moi, je peux vous rassurer, je le bats à plate couture. La personne qui a une base politique ici. Tous ceux qui font du bruit là, ils ont 250 personnes. Chaque fois qu'ils arrivent à l'aéroport, ils donnent des sifflets à ces gens-là. Ils sifflent partout dans la ville. Le FCC n'est pas ce qui pourrait devenir la prochaine majorité présidentielle. Non. Quand je viens pour faire campagne pour être élu député, ce qui m'empêche, ce sont les milices de Moïse Katumbi et de Kingo Koumanza. Opposant des convictions. Oui, je suis convaincu, en tout cas, que Kabila ne fait pas bien son travail et qu'on doit s'opposer à lui. C'est un homme politique très stratège. Là où vous faites beaucoup de bruit, vous parlez trop, lui il est dans la réflexion. Ce qui s'est passé en 2015 avec les folles journées. C'était un problème de recensement. Donc il ne peut pas être primé pour ça. Alors s'il le fait bien, il faudrait qu'il soit récompensé. Mais les autres le font mieux peut-être que lui. On reste professionnel, sans parti pris ni complaisance, on enquête et explore. Alors vous voulez savoir comment ça se passe? Préparez-vous, il se pourrait que vous soyez notre prochain invité. Madame, Messieurs, bonsoir, bienvenue dans Face à l'opinion. Ce soir, nous pensons que vous êtes encore très nombreux à nous regarder. Nous vous disons en tout cas merci pour vos suggestions, vos remarques qui nous parviennent tout le temps. Et dans une certaine mesure, nous essayons d'en tenir compte. Face à l'opinion, votre magazine politique reçoit ce soir Maître Ernestine Nyoka, analyste politique. Bonsoir madame, meilleurs vœux. Merci à vous aussi, tous mes voeux. Et merci de m'avoir accepté sur ces plateaux. C'est toujours un plaisir pour nous de vous recevoir. Hein? Plaisir aussi pour les téléspectateurs, je l'espère. Si, je constate parce que vous avez toujours pensé à moi pour un quelconque sujet d'actualité. C'est vraiment un plaisir pour moi. Vous êtes analyste politique. L'actualité dans notre pays reste dominée par cette passation civilisée du flambeau entre le président élu entrant, Joseph Kabila, Félix Tshisekedi qui arrive, Joseph Kabila, qui s'en va et retrouve une vie ordinaire. Je voudrais d'abord savoir c'est que cette passation civilisée du flambeau vous a inspiré. J'aimerais avant tout ne pas pécher. Quand je dis ne pas pécher, c'est-à-dire réitérer mes félicitations à l'endroit de son Excellence, Monsieur le Président de la République. J'ai cité Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. J'ai beaucoup aimé lorsqu'il dit lui-même que c'est la victoire du peuple congolais. Ce n'est pas la victoire d'un camp contre un autre camp. C'est des paroles qui nous ont beaucoup rassurés. Il a été très conciliant. C'est des paroles qui nous ont beaucoup rassurés. C'est des paroles qui nous ont alertés et nous nous sommes rendus compte qu'effectivement, il y a eu un passage civilisé du pouvoir entre un président qui sort, qui a été élu, et un président entrant qui a été élu par le peuple congolais. Est-ce que vous vous attendiez? D'un côté, le Congo, le peuple d'abord, et d'un côté, la passion du Congo. La passion du Congo. Ça fait mélange. Ça fait un mélange, mais le mélange là n'est que Congo. Parce que ce peuple-là, d'abord, c'était un peuple congolais. Et la passion du Congo, c'est le tout. C'est la terre, le territoire, le peuple lui-même. En fait, c'est le Congo qui l'a emporté. En fait, de part et d'autre, le peuple d'abord, le Congo d'abord, c'est toujours le Congo, parce qu'à la fin, le président Félix dit, c'est la victoire du Congo. Et Joseph Kabila dit, c'est la passion du Congo. Et c'est toujours le Congo qui gagne. D'abord, est-ce que vous vous attendiez, vous, personnellement, à cette passation pacifique du pouvoir? Nous devons dire que nous n'avions pas réalisé. Parce que si je dis que nous avons été très rassurés que la passation s'est faite de cette façon-là, alors je mentirais. Je dois dire que nous avons été très étonnés, nous avions été surpris. Je préfère utiliser un gros mot, nous avons été estomaqués. On voyait le président Kabila préciser, affirmer qu'il respecterait la Constitution, mais on ne voyait pas très bien la suite des événements. En fait, on ne voyait pas son camp perdre, en quelque sorte, c'est ce que vous voulez dire. On ne voyait pas la suite des événements. Oui, on ne voyait pas non plus son camp perdre. Ça, c'est une évidence. Nous ne le voyons pas. Mais aussi, lorsque le camp a perdu, nous n'avons pas non plus vu, imaginer, voilà, comment se ferait cette passation. On pensait que ça serait dans une atmosphère triste, dans une atmosphère de frustration, dans une atmosphère peut-être de violence. On n'avait pas pensé à vivre ce que nous avons vécu
ce 24 janvier. C'était extraordinaire. La symbolique était trop forte. Hein? La symbolique était très forte. Surtout ces accolades entre le président Kabila et le président Tshisekedi qui souriaient ensemble. Cette proximité entre les deux. Le pouvoir, mais entre les deux, il y avait une complicité. Entre les deux, tous les deux étaient détendus. Entre les deux, il y avait des accolades, il y avait des sourires, il y avait des échanges de temps en temps, de 2 ou 3 paroles, et que nous autres, nous n'avons fait que voir de loin, nous n'avions pas entendu, mais rien qu'à la lecture de ce qui était lointain, nous avions compris que le Congo a pris une autre lancée. Le Congo est en quelque sorte revenu sur le rail. Hein? C'est maintenant un pays plus ou moins normal. 2 hommes d'État marquent la démocratie congolaise à la lumière de ce que nous n'avons pas imaginé. Voilà ce que c'était l'événement de ces jours-là. Vraiment un événement grandiose. Ces hommages que Félix Tshisekedi a rendus publiquement à Joseph Kabila, hommages aussi rendus à Martin Fayulu et à d'autres compétiteurs, notamment Emmanuel Ramazani Shadari, ça prouve que Félix, c'est un homme d'épée, un homme très conciliant, qui veut fédérer toutes les forces autour de lui au profit du Congo. Moi, je me dis, Félix a démontré suffisamment qu'effectivement, sa main est tendue. Sa main est tendue vers ceux qui étaient là hier. La même main que Kabila avait tendue à sa main est tendue vers ceux qui hier étaient des adversaires parce qu'ils étaient aussi des candidats à la présidentielle. Sa main est tendue vers tous ceux qui ont compéti avec lui. Et moi j'aime bien faire l'analyse de la paire. Je trouve que c'est complet lorsqu'on fait l'analyse de la paire. Lorsque vous suivez les discours du chef de l'État, son dernier discours, quand il quitte le pouvoir, il s'est adressé à la nation, il remercie le peuple congolais qui l'ont soutenu pendant tous les 2 mandats. Ils ont apporté les meilleurs d'eux-mêmes pour que son pouvoir à lui soit un pouvoir réussi, soit une réalité. Mais il demande, ça va la prestation de serment, il demande à ces peuples-là d'être derrière le président élu, de lui apporter le soutien tel que vous m'aviez aussi apporté le soutien. Et donc, c'est difficile, à la phase où nous sommes aujourd'hui, de parler de Kabila sans parler de Tshisekedi. C'est difficile de parler de Tshisekedi sans parler de Kabila. Ça fait comme une paire de jumeaux qui ont vraiment marqué un moment, on va dire aujourd'hui, d'une démocratie que nous avons cristallisée. Ça fait 2 grands hommes et 2 grands hommes qu'il faudra voir avec notre gouvernement, évidemment, celui qui s'est remis en place. Que faut-il faire de ces 2? On va en parler. Kabila, qui entre dans l'histoire, sort par la grande porte et a même pris des cours la communauté internationale ou certains pays qui pensaient qu'il ferait tout pour imposer son dauphin. Pour que Kabila réussisse, il a fallu que le président qui entre ait la même logique. Kabila prend de cours la communauté internationale et parce que de l'autre côté, celui qui a élu n'a pas manifesté parce qu'il avait la latitude de s'exprimer. Il s'est exprimé, mais il ne s'est pas exprimé comme d'autres se sont exprimés avec des paroles de vengeance, avec des paroles de mépris, avec une espèce une imagination d'une certaine chasse à la sorcière. Vous voyez, Félix a posé des jalons de paix. En suivant, évidemment, Kabila de son côté a posé les jalons de paix. Mais pour que Kabila aussi y arrive, il avait fallu que de l'autre côté, le terrain aussi soit aplani. Et donc, c'est comme ça que pour moi, qu'on le veuille ou pas, ces 2 hommes qui sont grands, ces 2 grands démocrates, il faut qu'au niveau du pays, que nous puissions savoir comment le faire. Comment le faire pour le président Tshisekedi, qui déjà, avec le combat que son père a mené pendant une 30aine d'années, qui aujourd'hui est un aboutissement heureux, une lutte des choses pour acquérir le pouvoir de manière pacifique. Ça, c'est quelque chose dont il faut saluer. Et de l'autre côté, saluer un président, Joseph Kabila Kabange, qui avait tout le moyen, parce qu'étant au pouvoir, mais a trouvé qu'il était bon de se préoccuper d'abord de ce Congo, de se préoccuper d'abord du peuple congolais. Est-ce que cette proximité, ce mariage entre Cash et le Front commun ne pourrait pas être de si courte durée quand on sait
que maintenant les tractations ont commencé, les gars de manœuvre ont commencé pour la formation du gouvernement. Beaucoup de spéculations autour de cette majorité parlementaire qui existerait au FCC, le front n'étant pas un regroupement politique. Bon, il faut dire que le président Kabila, c'est toute une personnalité, tout un homme stratège, tout un homme de paix. Le FCC n'est que le produit de celui-là. Moi, je me dis, je suis une mère, on met au monde un enfant, mais on ne maîtrise pas tout le rouage de l'enfant. Tout ce que l'enfant peut avoir comme caractère, comme attitude, comme ambition. Les parents, souvent, ils peuvent canaliser, mais ils ne vont pas maîtriser on va dire, le tout, le moi de l'enfant. Eh bien, c'est la même chose. Kabila a imprimé, Kabila a fait, il a organisé une FCC, une plateforme électorale qui devait soutenir un candidat qui devait aller au présidentiel. Ces candidats, puisque la plateforme n'étant pas au modèle fait sur tel qu'un regroupement politique ou bien tel qu'un parti politique par rapport à ce que la loi voudrait réellement que les conditions à pouvoir réunir. Et donc, aujourd'hui, nous parlerons du FCC avec tout ce qu'il y a comme acteur politique. Mais bon... Avez-vous, je veux être un peu plus direct, avez-vous la majorité parlementaire? Enfin, le FCC dispose-t-il de la majorité parlementaire? Je vous dirais qu'il faut nuancer. Expliquez-nous. La réponse est à donner à deux niveaux. De facto, nous avons la majorité. Mais maintenant, il va falloir faire avec la Constitution, qui dit le droit au sujet de la majorité parlementaire, sinon de la coalition majoritaire. Nous savons, quand on jette un regard sur l'article 78 de la Constitution, la majorité parlementaire, c'est un parti ou c'est un regroupement qui, à lui seul, a le 250, on va dire, plus un. Parce que les députés au niveau de l'Assemblée plutôt nationale, la composition est de 500 membres. Ben, alors, la moitié plus un, c'est ça qui fait la chose. Aucun parti, aucun regroupement n'a atteint. Aucun parti, aucun regroupement n'a atteint cette majorité parlementaire. Mais maintenant, toujours le même texte de loi, le texte dit, si on n'a pas cette majorité parlementaire, eh bien, au président de la République de nommer un informateur. L'informateur va aller enquêter, va aller scruter, va aller parler avec les différents acteurs politiques qui ont été élus au niveau de cet hémicycle. Maintenant, c'est par rapport aux différents regroupements, aux différentes affinités, bien évidemment, qu'on va pouvoir ressortir une majorité qui sera appelée une coalition majoritaire. Quelle démarche vous suggérez à l'instant? Vous voulez qu'on reste dans cette logique de nommer un informateur ou qu'on se dise, bien, la majorité existe, il faudrait que le président puise dans ce qui existe déjà? Nous sommes dans un état de droit. Je pense qu'il n'est pas bon de faire une entorse à la loi. Il faudra que le président nomme cet informateur. L'informateur se rendra par exemple compte qu'au niveau du PPRD, il y a par exemple 62 élus. Au-delà de ces 62 élus, il y a ce qu'on appelle la mosaïque du PPRD, où il y a, je crois, 51 ou 52. Ça fait 102 ou 103 en tout cas, sur un total, le PPRD a au moins 103, je crois. 103 choses députés. Et puis bon, maintenant, je sais qu'après le PPRD, on doit compter avec l'AFDC et ses alliés qui ont aussi un nombre assez important. Au-delà de ces deux-là, maintenant peut-être qu'on nous voit encore des choses du FCC. Je crois qu'il faut faire avec les regroupements où l'on retrouve, je crois, d'abord CCU, ou Palou, AA aussi, qui a beaucoup de députés. Bon, voilà. C'est tout ce monde-là qu'il faut une majorité. Bon, est-ce que vous voyez cette majorité vous échapper? L'UDPS, la politique elle est dynamique. La politique elle est dynamique, la politique elle est mouvante. Les hommes politiques naviguent au gré des intérêts. Comme on dit, c'est comme des sourires et des flardes. Ce n'est pas aussi qui veulent manger dans tous les râteliers. Ce n'est pas aussi très possible parce que le problème, c'est un problème d'intérêt. Et regardez, déjà avec l'AFDC, les choses bâties, à manifester. Déjà, oui.
même s'il gronde parce qu'il veut sauvegarder ses intérêts. Mais de prime abord, il dit, nous restons dans les FCC. Mais il peut être tenté parce que l'on apprend que le PPRD veut tout s'adjuger, veut tout avoir pour lui tout seul. Le PPRD ne s'est pas exprimé de la façon. Parce qu'on le veuille ou pas, c'est au prorata du poids politique. C'est au prorata du poids politique que les hommes politiques ont le temps de discuter et d'obtenir divers avantages. C'est pour ça que je dis que les intérêts passent avant tout. Ce qui est bon, l'AFDC s'est déjà prononcé. C'est prononcé pour rester dans l'FCC. Mais il s'est prononcé en disant, nous faisons la deuxième force. Puisque nous faisons la deuxième force, il nous faudra, sur le partage des ministères au gouvernement, nous, on voudra avoir le gros lot. Peut-être que la discussion, pas peut-être, mais la discussion se trouve autour des intérêts. Donc, c'est par rapport à ces intérêts qu'il faut toute raison garder, que chacun voie qui a quoi, qui fait plus grand, qui peut obtenir quoi. Vous pensez que l'informateur encore à nommer peut se battre, transhumance oblige, offrir à Félix Tshisekedi une majorité parlementaire? C'est pour ça que je dis que là-dessus, je n'aimerais pas être tranché. Je n'aimerais pas être tranché parce qu'en fait, lorsque vous regardez de près, c'est à voir qui a autant de députés. Mais alors, même si l'on a autant de députés, est-ce qu'on va égaler ou bien on va dépasser ceux du PPRD? Ça encore, c'est une question assez importante. Est-ce que tous ceux qui étaient dans les FCC hier sont-ils prêts à pouvoir partir? Peut-être un peu partir, mais les FCC a quand même un nombre important, on va dire, de partenaires ou des alliés. 350 élus. Ouais, des partenaires ou des alliés. Ça fait quand même du FCC une force, la première force politique. Mais, toute raison gardée, il serait bon, au lieu que nous puissions rester dans les supputations, au lieu qu'on puisse rester dans une espèce, on va dire, de cacophonie où chacun dit, c'est moi, ce n'est pas moi. Quand on fait le gouvernement, vous me donnez moi 40 postes ministériels. Non. Pour ne pas être dans cette cacophonie, le législateur a prévu qu'il y ait un informateur. Eh bien, que l'informateur nous fasse son travail. Rappelez-vous, sous Kabila, le défunt Charles Donsimba avait été nommé en 2012. Avait été nommé informateur. Et l'on a vu par où a basculé les intérêts. C'est vrai que transhumance, comme vous dites, ça ne manque pas avec les hommes politiques. Tout est question d'intérêt. Qu'est-ce que nous obtenons? Nous négocions comment? Question d'intérêt ou du Congo? Nous allons avoir quoi? Non. Justement, question du Congo, mais avoir ses intérêts pour pouvoir servir dans un certain camp par rapport à ce que l'on a comme programme d'action. Parce que même lorsque nous disons intérêt, c'est parce que chacun a un programme d'action. Chacun a quelque chose qu'il voudrait faire. Il pense que pour la République, le mieux pour moi serait d'attaquer l'enseignement primaire et secondaire. Le mieux pour moi serait d'attaquer la question des fonctionnaires avec leur salaire. Le mieux pour moi serait d'attaquer la question de la magistrature, la question de l'armée. Chacun a un programme et l'on trouve parfois aussi que de tous côtés, chacun pense que c'est son programme à lui qui doit avoir priorité sur notre programme. Ce sont ceux-là aussi les intérêts des hommes politiques. Voilà. Donc, vous pensez que si vous avez bien évidemment cette majorité, vous voulez vous coaliser avec Cash et d'autres forces politiques en présence, ou vous souhaitez vous inscrire dans le schéma constitutionnel de l'article 78, cohabiter avec le pouvoir, du genre ce qui s'est passé entre Chirac et Pompidou, ou encore Mitterrand et Chirac, ou peut-être encore Édouard Balladur. Mais je pense que lorsqu'on fait l'analyse très attentive de notre Constitution, nous parlons d'une majorité, d'une coalition majoritaire. Et lorsqu'on regarde les modèles, comme vous dites, Chirac, comment ça s'est passé en France, l'on se rend compte que le principe de la cohabitation fait un principe difficile. À l'heure actuelle, où le Congo a de grands défis à défendre, à l'heure actuelle où le Congo est une jeune démocratie, à l'heure actuelle où le Congo vient de sortir, vient d'entrer par la grande porte, je préfère m'exprimer ainsi, d'une honorabilité sur le plan international, avec cette passation pacifique du pouvoir,
Le Congo a été un modèle, il est bon pour nous que nous ne puissions pas nous enliser dans d'autres conflits inutiles. La cohabitation pourrait être compliquée pour le président et le gouvernement. La cohabitation peut être compliquée, surtout si dans cette cohabitation, la majorité est d'un autre camp et que cette majorité n'est pas avec lui. En Afrique, c'est une première. Hein? Voilà, ce que aussi j'allais dire, ça va être une première, mais le principe aussi de la cohabitation, c'est aussi le principe de pot de banane. Alors, ce principe de pot de banane, il peut amener aussi beaucoup de problèmes. Des problèmes tels que, à l'issue d'une année de fonctionnement, s'il y a toujours une crise qui est toujours persistante, que le Parlement soit dissous. Oui, des choses dépassées à la dissolution du Parlement. Est-ce important pour nous aujourd'hui? Nous pensons que non. Nous avons déjà fait des élections avec énormément de sacrifices. Fonds propres du pays, oui, mais avec énormément de sacrifices. Pourquoi dépenser autant d'argent pour les élections une seconde fois dans une même législature, dans une même mandature, qu'au lieu de consacrer cet argent-là aux investissements dans le pays, nous en avons besoin, à faire évoluer un certain nombre de projets que le pays a, faire décoller le pays, que le Congo soit un pays émergent comme une chose. Comme donc vous ne souscrivez pas à l'idée de cohabiter, mais de se coaliser, créer une force. À l'idée de la cohabitation, mais nous souscrivons à l'idée d'une coalition. Parce que nous pensons que dans la coalition, les germes paisibles, les germes de la paix sont au rendez-vous. Ça permettrait qu'il y ait, on va dire, une plateforme d'entente, un milieu, sinon un lieu de concertation entre ceux qui ont réellement gagné au niveau de la présidence et ceux qui ont eu une majorité qui est au Parlement, qui est issue de plusieurs partis politiques et de plusieurs plateformes. Mais vous tenez néanmoins que le Premier ministre vienne des rangs du Front commun? Nous tenons, oui, mais nous regardons plus le texte. La Constitution dit que lorsqu'on a trouvé la coalition, chose majoritaire par l'informateur, le Premier ministre viendrait alors de cette coalition. Mais maintenant, à l'intérieur de cette coalition, il va y avoir aussi un autre débat. Les partis qui ont plus que les partis qui ont moins, c'est là aussi serait la discussion. D'office, on sait déjà savoir, on sait dire, on peut pronostiquer aujourd'hui que le futur Premier ministre pourrait venir du PPRD. Pourrait venir du PPRD, sauf si l'AFDC nous démontre qu'il a une majorité numérique par rapport à nous, peut-être en ce moment-là. Mais il peut aussi y avoir une entente et se dire que nous sommes les enfants d'une même famille, nous sommes tous du FCC. Bon, nous pensons que nous allons faire la passe aux choses à l'AFDC, ou nous allons faire la passe aux choses... Est-ce que vous les voyez se mettre d'accord ou ils seront obligés à ce que le président Kabila intervienne avec son arbitraire? Je pense qu'ils vont se mettre d'accord. Vous savez pourquoi? Parce qu'il ne devient pas Premier ministre qui veut le devenir. Il faut un profil pour le Premier ministre. Quel profil justement? Profil du Premier ministre, il faut un homme politique, moi je vais dire, qui doit être épris de paix. Pas un technocrate dans le contexte qui est le nôtre. S'il vous plaît. Oui, allez. Je commence d'abord par là. Il faut un homme politique qui est épris de paix. Il faut un homme politique qui est détaché de tous les aspects conflictuels. Parce qu'il y a des hommes politiques qui aiment bien... entretenir des conflits. Entretenir des conflits. Il faut un homme politique qui sait comment il traite avec ceux de l'UDPS. Disons, c'est du cash, c'est de la Mouka, c'est du FCC. Il faut quelqu'un de conciliant. Quelqu'un qui sait aussi gérer les ambitions politiques. Donc, il faut un politique tout fait. En fait, s'il vient du FCC, c'est celui-là même qui sera votre leader en l'absence de Joseph Kabila. Au-delà d'être un politique aguerri, on va le dire ainsi, au-delà d'être un politique aguerri, celui-là doit aussi être revêtu d'une casquette de technocrate. On peut être politique et technocrate en même temps. Justement, ça va de pair. C'est pas un mélange de genre. Non. Ça va de pair. Ça va de pair. Il faut que celui-là ait des atouts tels que aujourd'hui, on peut tout dire. Lorsque nous regardons pour le commun des mortels, comment les choses se passent en RDC, on vous dire non, mais moins zate, dollar et ça, kumata. Mais il faut des gens capables de juguler la crise. En fait, il faut des gens
capables de maîtriser les cadres macroéconomiques. Qui ont un carnet d'adresse à l'international. Pour permettre d'abord à ce que l'économie soit maîtrisée, qu'on ne s'arrête pas simplement au minerai, qu'on diversifie notre économie. Et je terminerai par dire qu'il faut absolument que ces premiers ministres-là, au-delà, il faut quand même une expérience. Hein? Il faut une expérience dans un domaine. En tout cas, dans un domaine économique, il faut une économico-politique, il faut une expérience. Et en définitive, il faut que la personne ait quand même un carnet d'adresse. Parce que c'est important. On va dire dans les pays, on a eu 2 personnalités, même 3 personnalités à différents gouvernements. On va parler du tout premier ministre, Patrice Emery Lumumba. Il a conduit le pays parce que Lumumba n'était pas simplement un premier ministre connu au Congo, mais Lumumba avait des ramifications, sur le plan international. Il faut des types de gens Lumumba aussi, patriotes, carnet d'adresse. Au-delà de Lumumba, nous avions eu sous Mobutu, on a eu Kengo Wadondo, sous Mobutu, ça on ne peut pas les nier. Sous Kabila, on a eu des gens notamment comme les Matata. Sous Kabila, nous avions eu des gens comme Matata Pogno. Et donc, il faut... Mais il y a déjà des noms qui circulent. On parle de Jean Bounou, l'on parle Albert Youma, l'on évoque aussi un probable retour des Matata. On évoque aussi Matungulu. Pourtant, c'est un lamoukiste. Matungulu qui n'est pas du FCC. Qui n'est pas du FCC. Vous allez faire recours à son expertise. La politique, elle est mouvante. Il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de choses qui se racontent. Non, moi je ne vous dis pas que nous allons faire un arrangement avec Matungulu. Débaucher, comme on a pris l'habitude. Je ne dis même pas que nous allons le débaucher. Je ne le dis même pas. Parce qu'au FCC, il y a beaucoup de choses, de personnalités politiques qui peuvent assurer ces fonctions. Et donc au FCC, on n'a pas nécessairement besoin de sortir des choses de la famille politique que pour aller trouver. Est-ce que Chadari n'a pas de bon profil? On parle de moins en moins de lui. Pourquoi pas? Il pourrait être votre chef de file. Oui, pourquoi pas? Pourquoi pas? Il a aussi un bon profil, mais il reste quand même... Pas trop de connaissances en économie, il va apprendre, il s'est fait entourer. Mais c'est un très bon Premier ministre politique. Politiquement, il est très bon. Les profils économiques, il l'a, mais il faudra ajouter un certain nombre de garde-fous. Hein, alors, le gouvernement Fachi, parlons-en, le Premier ministre va être nommé. Sur quoi vous attendez, Félix Tshisekedi et son gouvernement peut avoir l'émission? On a beaucoup discuté sur le respect de la parité. La gente féminine qui doit être très représentée aussi dans ce gouvernement, parce que dans les gouvernements précédents, on a failli à cette règle. Absolument, absolument. C'est même ça qui nous froisse davantage, nous les femmes. Parce que nous disons, nous sommes dans un état de droit, ce qui n'est pas faux. Nous avons notre texte mère qui est la Constitution, ce qui n'est pas faux. Et cette Constitution... garantit la parité. Et cette Constitution est l'une des premières ici en Afrique qui garantit la parité avec l'article 14. Que vous avez violé, vous. Quand vous regardez... Non, mais je dirais que tous les gouvernements passés l'ont violé, cet article 14. Parce que quand vous regardez ce qui est mis dans cet article, c'est le pouvoir public. Mais le président Kabila a même parlé de 30% de la représentativité des femmes, mais qu'on ne constate presque pas. Qu'on ne constate pas parce que lorsqu'il y a des nominations, l'on ne fait pas attention à la personne de la femme. Et moi, j'aimerais faire un appel pressant à son Excellence, Monsieur le Président de la République, j'ai cité Félix Tshisekedi. Il a fait un discours lors de la passation des choses de pouvoir en faveur de cette femme. Il a repris la femme presque au début de son discours, vers le milieu de son discours. Il a vraiment parlé de la femme, de cette parité qui doit être mise en mouvement. Nous disons, nous, que les femmes existent. Des compétences, il y en a. Parce qu'il falloir faire privilégier plutôt la méritocratie. Les femmes, elles sont là. Même si ce qui est vrai, le nombre de femmes, on va dire, compétentes, n'est pas aussi important que le nombre de hommes. Et même au niveau des partis politiques, il y a de moins en moins de femmes qui occupent des postes stratégiques. Que le nombre des hommes, parce que lorsque vous regardez même
la configuration aujourd'hui de l'Assemblée nationale, vous avez 50 femmes sur les 85, hein, les 485 qu'il y a déjà aujourd'hui à l'Assemblée nationale, il n'y a que 50 femmes. Il y a une nette amélioration par rapport à 2011, ça il faut le noter. Il faut absolument une petite, c'est vraiment quasiment une goutte d'eau dans l'océan. Alors moi je me dis, il faut penser à plusieurs choses. D'abord, une discrimination positive est nécessaire. Lorsque je parle de la discrimination positive, pour moi, commençons d'abord par ces gouvernements qui doivent être mis sur pied. Il faut faire table rase des accointances politiques. Pour les femmes, il faut valoriser l'expertise féminine. Mais le problème, c'est que des partis ont des quotas, madame. S'il vous plaît, en ce moment-là, on peut réellement servir les femmes. C'est comme la question de la jeunesse. C'est comme la question de la personne vivante. Est-ce que le problème, ce n'est pas au niveau des partis? La personne vivant quand on dit tel parti a un quota d'autant de postes, le parti s'organise et le président demande au parti de lui fournir une liste qui soit équilibrée. Mais justement, laissez-moi m'exprimer. Allez-y. Au niveau du parti, il y a aussi un problème. Lorsqu'on demande des listes de personnes qui doivent être prises en considération, en compte, pour être nommées dans telle autre structure, il y a plus de noms d'hommes qu'il n'y a de femmes. Mais tout aussi, quand vous regardez de très près, à un moment, vous vous rendez compte que non. C'est vrai, il y a plus d'hommes qui ont, on va dire, la tête sur les deux épaules dans les partis que les femmes. Elles se retrouvent un peu plus dans les dialélos ou propagandistes, mobilisatrices. Ça, c'est vrai. Mais la quotité qui existe, cette quotité-là, pourquoi ne pas l'utiliser? Même si elle n'est pas aussi importante que celle des hommes. C'est alors que moi je dis, faisons appel à la discrimination positive. Parce que nous avons cet article 14 de la Constitution qui nous couvre, nous les décideurs politiques, pour que vous puissiez faire valoir, promouvoir, protéger le droit de la femme. Et doit arriver aussi aux choses... Donc vous demandez à Félix Tshisekedi de faire ce que Kabila n'a pas pu. Sur la question des femmes, oui. Sur la question des femmes, oui, on va le dire ainsi. Hein? Parce que lorsque vous regardez tous les gouvernements qui sont passés, par exemple, quand il y a 50 ministres, quand il y a 48 ministres, mais il n'y a que 7 ministres femmes. Ce n'est pas important comme nombre. Pourquoi ne pas faire comme François Hollande, par exemple, qui a commencé avec son premier gouvernement de 17 contre 17. C'est possible. C'est possible si les décideurs politiques, c'est possible s'il y a la volonté politique. Et donc, pourquoi on ne trouve pas des prétextes du genre, il n'y a pas suffisamment de femmes, nous disons, pour les femmes, c'est possible de prendre simplement en considération une plateforme des femmes. Et dans lesquels cas, on prendrait, il y a des femmes avec des carnets d'adresses qui peuvent participer. Pourquoi ne pas puiser dans les partis politiques? Pourquoi ne pas demander aux partis de donner, je réponds à cette question, une liste équilibrée où on retrouve le même nombre de femmes que celui des hommes? Pourquoi vous fouillez cet aspect des partis politiques pour vous cacher derrière ce que vous qualifiez de discrimination positive? Nous ne fouillons pas, mais nous savons nous tous comment ça se passe dans les partis politiques. Il faut leur demander de changer. Il y a eu la loi électorale avec son fameux article 13 qui s'est discuté longtemps sur la législature. La première législature, on va dire. La fameuse article 13 où les femmes se sont battues, les honorables députés femmes, se sont battues pour que lorsqu'on fait des listes pour les fonctions électives, quand on confectionne des listes, s'il y a 50 hommes, il doit y avoir aussi 50 femmes. Mais cet article n'a pas pu passer. Lorsque nous étions en train d'insister que s'il n'y a pas autant de femmes que des hommes, il faut y mettre une sanction. Mais la question de la sanction n'a pas été au rendez-vous. Et donc, est-ce que ce n'est pas un débat qu'il faut engager aujourd'hui au sein même de vos partis politiques? Cette bataille, oui, le débat doit être engagé au sein de nos partis politiques. Le débat doit être engagé au sein du gouvernement avec, on va dire, le ministère du genre. Le débat doit être engagé au niveau de l'Assemblée nationale. Je pense qu'il faut revoir les questions de parité. Il faut mettre des garde-fous qui permettent effectivement à la femme aussi de pouvoir rehausser sa tête et de pouvoir être prise en considération dans différentes institutions du pays. Alors, qu'est-ce que vous attendez en dehors de ça?
de Félix Tshisekedi, quoi d'autre. Il a commencé son action des premières mesures. On a vu la promptitude avec laquelle il a réagi aux événements de Lubumbashi, ce qui est arrivé à la crise à la société Transco. Il a réagi. Félix Tshisekedi qui affiche déjà ses premières couleurs. Je crois qu'il y a beaucoup de défis à relever, mais parmi ces défis, peut-être que je vais donner une toute petite expérience de ce que nous avions, été. On a géré les finances publiques de l'État. La majorité Kabila a laissé le pays dans le gouffre. On a géré les finances publiques de l'État. Je parle de ce qui concerne Maître Ernestine Nyoka. Voilà. Avec mon expertise, je crois qu'aujourd'hui... Il faut rappeler que vous avez été vice-ministre au budget. Vice-ministre au budget. Je crois qu'aujourd'hui, la question fondamentale, lorsqu'on veut parler du Congo, de l'émergence du Congo, c'est sur la mobilisation de nos recettes. C'est une question fondamentale. Parce que lorsqu'on mobilise les recettes, c'est l'homme congolais qui est mis au centre de ces recettes-là. C'est l'homme congolais qui doit bénéficier de ces recettes-là. Et c'est le Congo qui va se retrouver, qui va investir, qui va grandir, qui va se développer. Mais madame, s'il vous plaît. Sous Kabila, des recettes étaient mobilisées. S'il vous plaît. Mais finissaient dans... S'il vous plaît. Si vous m'interrompez, vous ne comprendrez pas la portée réelle de ma réflexion. Sur la mobilisation des recettes, il faut des garde-fous pour que ces recettes mobilisées ne coulent pas. Voilà. Donc le coulage des recettes. Parce que c'est ces recettes mobilisées-là, quand elles le sont bien, tous les autres secteurs de la vie prennent de l'ampleur. Moi, j'aime toujours dire qu'il faut une administration forte pour que les hommes politiques soient forts. Il faut une administration forte pour que le gouvernement soit fort. L'expertise du gouvernement part de nos administrations qui sont chapeautées par les différents secrétaires généraux. Et donc, pour que l'administration nous fasse du bon travail, l'administration à tous les niveaux, je dirais même l'administration spécialisée, ça veut dire, le fonctionnaire des agents publics de l'État de manière générale, vous allez mettre là-dedans, vous allez mettre le magistrat, vous allez mettre le professeur d'université, les enseignants, vous allez mettre là-dedans les policiers et les militaires. Quand on a une bonne mobilisation des recettes, quand il n'y a pas coulage, nous pouvons faire participer toutes ces couches-là à ce que ces gens aient des salaires décents. Quand les êtres humains ont des salaires décents, vous pouvez être sûr que nous allons faire une avancée. Et donc, pour le faire aussi, je crois que les types de contrôles que nous avons, nous, initiés dans le temps, où on a parlé des réseaux mafieux, c'était des contrôles importants. Parce que l'on a pu constater qu'il y avait des doublons, qu'il y avait des personnes décédées, mais qui se retrouvaient en train de toucher les différents salaires. Et il faut saluer ce qu'il y a eu à cette époque-là, la bancarisation. Parce que la bancarisation a permis d'avoir un fichier unique, savoir on a quel nombre de fonctionnaires. Hormis, il y a encore quelques cas qui sont encore dans l'ombre, comme les nouvelles unités, comme les non-payés, comme ce que nous appelons les Mabokobank, ceux qui ont encore leur salaire, qui sont dans les contrats assez reculés, qui ont encore leur salaire, non par voie bancaire, mais par voie des mains des êtres humains, on va dire, les quotas publics de l'État. Alors, si l'on peut faire attention, ne fût-ce qu'à cette première catégorie-là, je me fais mettre dans un panier, parler des choses de première catégorie, faire les contrôles qu'il faut, eh bien, nous allons nous rendre compte qu'il y aura encore plus d'argent qui sont encore en train d'être éparpillés à gauche et à droite, qui peuvent revenir dans le circuit de la paye. Parce que lorsque vous regardez ce que la paye représente des fonctionnaires, vous avez presque, pour exagérer, 40% du budget de l'État, sinon 35% du budget de l'État qui s'évapore dans les salaires, mais les salaires non plus ne sont pas très importants. À propos justement des salaires, on apprend qu'il y a une procédure en cours au niveau de la BCC où l'on détournerait environ 3,5 millions de dollars. C'est une information que nous C'est une information, je préfère ne pas mettre l'accent là-dessus, mais ce que je viens de vous donner, avec l'accent que je viens de mettre sur le contrôle, je crois que nous avons tout dit. Voilà. Et vous voyez que c'est une femme
qui a l'expertise, qui donne l'expertise. Et donc, il y a des femmes comme Maître Ernestine qui ont aussi l'expertise, qui peuvent apporter plus aussi au président Antoine Félix Tshisekedi. Pourquoi vous ne vous mettrez pas ensemble créer non, mais c'est en cours. C'est en cours. Les femmes, nous sommes en train de nous organiser en une espèce de plateforme pour que notre voix aussi puisse être entendue sous pied de l'article 14 de la Constitution. Pourquoi ne pas chercher à rencontrer le président Tshisekedi qui reçoit tout le temps et qui se montre très très ouvert? Mais je vous dis que c'est en cours. Est-ce que quand vous voyez les premières mesures qu'il a prises, vous avez l'impression que ce pays est en train de décoller, de se normaliser et que des signaux forts sont en train d'être donnés? Des signaux forts sont en train d'être donnés, mais j'ai une crainte. Laquelle? C'est pour cela que vous avez vu, j'ai passé plus de temps en train de parler de la question de l'informateur, la question du gouvernement. Il ne faudra pas que nous puissions nous enliser, rester longtemps avec un gouvernement qui est déjà démissionnaire, qui est en train de gérer, on va dire, les affaires courantes. Il faudra que, pas qu'il y ait une précipitation, mais qu'il y ait une certaine organisation pour qu'un gouvernement soit mis sur pied dans un délai assez raisonnable. Voilà, mais à côté, vous avez... Là, ça va accompagner les différentes mesures que le président est en train de prendre. Sinon, des belles mesures seront prises, mais puisqu'il y a déjà d'autres mesures qui sont prises pour ne pas engager à tel auteur, n'engager pas à tel auteur, il y a beaucoup d'exactions qui risquent de demeurer lettres mortes. Quelle chance vous donnez à Félix Tshisekedi? Nous lui donnons plus de chances si tous les Congolais, comme l'a dit Kabila, s'élèvent pour le soutenir. On n'a pas besoin de clivage politique. C'est vrai, le clivage politique nous identifie. Ça compte aussi. S'il vous plaît, le clivage politique nous identifie. Parce que l'on dit des chocs des idées, jaillit la lumière. Au cash, on peut avoir des idées, mais au FCC, on a d'autres idées parce qu'on a l'expertise. Parce qu'on a été dans les sérails. Et donc, au Lamouka, on peut avoir des idées qui restent des idées de combat, qui restent des idées de livres. Et donc, il faut que ces idées de cash, ces idées de Lamouka, ces idées du FCC puissent réellement être mises en contribution pour que le Congo soit réellement le Congo qui gagne. Est-ce que vous Comme voyez... lui-même a dit, ce n'est pas la victoire d'un camp contre l'autre, mais c'est la victoire du Congo. Et bien, à cette condition-là, s'il est soutenu, nous avancerons. Est-ce que vous voyez le Front commun survivre après Kabila? Je le pense bien parce que la politique n'est pas simplement identifiée à une personne. On sait que là-bas, c'était d'abord Kabila, chacun pour soi, Kabila pour tous. Maintenant qu'il n'est plus là, qu'il a pris sa retraite. C'est un chef de file. Et même moi, je dirais, c'est important aujourd'hui qu'il ait un autre regard. Parce qu'il a été très haut placé. Il a vu comment les choses fonctionnaient. Kabila aujourd'hui est capable de dire, pas celui-là. C'est parmi les gens qui me chantaient le dialélo, mais il m'a mis le pot de banane par sa façon de faire. Kabila aujourd'hui est capable de le dire. Et donc, il connaît tout ce monde. Il connaît tout ce monde. Il nous connaît nous tous. Et donc, il peut, avec son expérience, souffler un mot à son frère Félix Tshisekedi pour lui dire, là-bas, vas-y un peu mollo, et là-bas, fonce. Avec celui-là, avec celle-là, je crois que il reste quand même. On a tiré déjà presque. Il reste ces leaders-là. Et au niveau de FCC, je ne vois pas comment nous allons nous lever un matin, lui dénier un certain nombre de choses. Je ne pense pas. Voilà, mais à côté du tandem cash FCC, vous avez Lamouka qui va d'ailleurs être en meeting ce week-end. Un test grandeur nature pour Martin Fayulu. Oui, pas pour nous faire des villes mortes. Hein. Je crois que Lamouka avait déjà essayé de faire une ville morte à deux jours, je crois. À 2 jours des élections. Une ville morte avant le 30 décembre. Une ville morte. Vous y arrivez finalement. Finalement, j'y arrive. Une ville morte avortée. Alors, déjà là, c'était déjà ça le test grandeur nature, alors que les résultats des élections n'avaient pas déjà été publiés. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils peuvent davantage nous montrer? Peut-être qu'il a suffisamment consolidé sa notoriété. Quand vous regardez... Le Fayulu d'avant les élections n'est plus le même. Quand vous regardez autour de la Mouka, il y a déjà des problèmes. Autour de la Mouka, vous voyez José Ndundu, vous voyez Kamitatu, vous voyez, comment il s'appelle, Sanga, tous les autres. Vous sentez, il y a différentes déclarations aujourd'hui, même le Moïse Katumbi, vous sentez, il y a différentes déclarations sur nos différents organes de presse. Les gens,
Aujourd'hui, ces acteurs politiques ont tendance maintenant à chercher leur intérêt. À lâcher un peu plus. À lâcher le combat et poursuivre à lâcher le combat. leur intérêt à eux. Et suivre l'émergence du Congo, peut-être dans leur intérêt. Est-ce qu'on ne tombe pas dans ce que je dis ici, que vous, les politiques, vous êtes tels des souris qui veulent manger dans tous les râtelets? Je pense que la question n'est pas là. Il y a des gens qui ont une âme de combat, une âme d'opposition, qui tiennent le coup. Ça dépend de ce que soi-même on a comme vocation. Mais il y a des gens qui n'ont pas l'âme de combattre dans l'opposition, qui pensent que son expertise, il va l'orienter vers là où il y a le pouvoir. Ça aussi, ça existe. Vous êtes une ancienne de l'UDPS vous-même? Et je ne pense pas qu'il va falloir caractériser et stigmatiser ces hommes politiques et dire qu'ils mangent à tous les coups. Je ne pense pas. Question beaucoup plus personnelle. De l'intérêt du Congo. Question personnelle, si vous me permettez. Vous êtes une ancienne de l'UDPS. Vous avez rejoint Mouzé Kabila à l'époque. Et puis, continuez avec son fils et des années plus tard. Et vous tentez de revenir à la maison mère. Bon, il faut dire que j'ai évolué. J'ai évolué lorsque nous étions étudiants sur les campus. Tous nous étions dans l'UDPS. J'ai beaucoup œuvré, c'est vrai, dans l'UDPS. Mais avec l'arrivée de Laurent Désiré Kabila, j'ai pris le pas avec les CPP. Et avec l'arrivée de Kabila, j'ai pris le pas avec... Vous avez créé ensemble le PPRD. Avec le PPRD. Et donc, ça dépend aujourd'hui de comment les choses fonctionnent de l'autre côté. Mais ce qui est vrai en tant qu'acteur politique, je vais dire que j'ai une expérience d'homme politique. À revendre? J'ai une expérience venant de la part de l'UDPS, j'ai une expérience venant de la part du PPRD, et pourquoi pas, avec le parcours politique qui est le mien aujourd'hui, pourquoi pas ne pas m'identifier moi-même? Pourquoi pas? En créant par exemple votre propre parti? Pourquoi pas? Je crois que c'est ce qui me tente le plus. Mais pourquoi pas? Et puis bon, voir dans quelle mesure faire alliance. Parce que quand on ira aux élections, la question du seuil sera encore au rendez-vous parce qu'il s'agit de notre loi électorale. Donc à ce moment-là, il faut voir, je fais alliance avec qui? Est-ce que dans vos rêves, vous voyez le Front commun ou le PPRD être encore majoritaire après 2023? Je dois dire que les hommes politiques, comme je l'ai dit, les intérêts sont mouvants. Mais il est possible que nous puissions tenir le coup. Il est possible. Ça dépend de comment les intérêts, les virages vont se négocier. Ça dépend de cela. Dernière petite question, que vous inspire l'avenir d'ici à 2023? L'avenir, pour moi, il est certain que le Congo décolle. Il est vraiment certain. Parce que quand vous regardez l'Afrique centrale tout entière, nous sommes sortis comme, on va dire, des extraterrestres. Des gens très extraordinaires. Devenus un modèle? Nous sommes devenus des modèles. Un cas d'école. Un cas d'école. Et quand je lance encore mon regard plus bas vers l'Afrique australe, je regarde l'Afrique du Sud, de Nelson Mandela, qui a été aussi un modèle pour l'Afrique. Mandela a oublié 27 ans de lutte, 27 ans d'emprisonnement. Conclu, on a fini. Mandela a pris le pouvoir, mais il faut voir comment Mandela s'est comporté à l'égard, on va dire, de ses bourreaux. Les Afrikaners, le blanc, qui l'ont combattu, qui l'ont emprisonné. Quelle a été l'attitude de Mandela? Alors, l'avenir du Congo est un Congo émergent si Félix Antoine Tshisekedi, son excellence, s'il sait penser toutes les plaies, s'il sait penser tout ce qu'il y a eu comme boutade pendant toutes ces longues années, de leurs longs combats. Mais n'est pas servir des primes à l'impunité. Et de leurs combats, l'impunité, ça, on doit pouvoir punir. Quand il y a un ça ne va pas, il faut pouvoir sanctionner. Il n'y a pas d'effet rétroactif, on remonte à ce qui a été fait avant. Il faut pouvoir sanctionner. Mais même dans la sanction, il faut regarder où est l'intérêt du Congo. Merci. Parce que Mandela a fait beaucoup de choses. Il y a beaucoup de blancs, il y a beaucoup d'hommes blancs qui n'ont pas été sanctionnés. Mais aujourd'hui, l'Afrique du Sud est restée toujours cette république arc-en-ciel. L'Afrique du Sud toujours conduite par l'ANC, mais le Congo de Kabila est maintenant entre les mains d'une opposition
Ernest Nyoka, merci. Vous n'avez jamais votre langue dans la poche. Nous vous aimons pour ça. Merci beaucoup. Nous répondons à vos questions. Nous faisons un effort aussi pour faire une analyse qui profite au Congo, parce que le Congo a besoin de notre expertise, le Congo a besoin de la paix et le Congo a besoin du développement. Et nous disons que nous avons quelque chose à donner à ces Congos. Parce que nous sommes tous Congolais. On a tous quelque chose pour ce pays que nous aimons, que nous chérissons tant. C'était un plaisir pour nous de vous recevoir. Aujourd'hui, c'était Ernestine Nyoka face à vous, face à l'opinion, vous qui nous regardez. Nos portes sont ouvertes, les numéros sont là affichés. Écrivez-nous. Qui sait si ça pourrait être vous, le prochain invité. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.